Un plaisir de vous retrouver pour le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Et sans transition, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous le savez très bien, le Sénégal a tourné le dos au FMI et à la France. Est-ce que cette décision, cette stratégie de Diomaye Faye va survivre? Est-ce que le Sénégal pourra y aller sans les fonds du FMI et également sans la France? Nous allons en discuter sur ce plateau avec nos invités déjà installés. Je vous présente pour une première fois un nouveau visage qui s'installe sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Prosper Amonzo. Prosper Amoussou, bonjour. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Ça va très bien, okay. Je précise que vous êtes juriste. Bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Ouais. Allez, en face de vous, Romel Rondeyon, qu'on connaît déjà. Romel Rondeyon, analyste géopolitique, bonjour. Bonjour Maël, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Prosper. Allez, je vais démarrer par vous. Dès son élection, le président Diomaye Faye a affirmé vouloir rompre avec les schémas de dépendance économique. Quelles sont les mesures concrètes qui sont annoncées? Ou déjà, je vais commencer par vous demander comment analysez-vous de prime abord cette décision du Sénégal? Bien, le Sénégal a toujours été un pays qui sort de l'ordinaire, non seulement par sa culture profondément ancrée dans la population, mais également par ses choix politiques. C'est un modèle de démocratie en Afrique et nous le félicitons pour cela. Et Diomaye Faye a voulu perpétuer cette tradition en empêchant l'ancien président Macky Sall d'usurper encore le pouvoir à ses successeurs plutôt. Et donc, quand Diomaye Faye décide d'annoncer à la population que celui-ci a pour principale mission de la rendre complètement autonome, alors l'une des principales missions, ou plutôt des prérogatives que celui-ci se doit de mettre en place, c'est de se détourner dans une certaine mesure du FMI. FMI qui, par ses politiques, a été plutôt critiqué en Afrique, étant donné que son aide ne vient jamais sans une seule contrepartie, ce qui signifie donc que quand le FMI vous prête $1, il exige que vous fassiez des retouches dans votre administration et dans votre structure politique. Ce qui signifie que le FMI a des vues, a la même mise plutôt sur l'intérieur de la structure du pouvoir en place. Et donc c'est ce que Diomaye Faye voulait dénoncer de la sorte. Mais on constate que après son élection, celui-ci n'a pas totalement détourné son regard du FMI. Pourquoi? Parce que le FMI, Fonds monétaire international, qui est un fonds, une banque, dans ses prérogatives les plus élémentaires, est un must-have. Un État ne peut pas se passer d'un atout aussi précieux. Et c'est aujourd'hui le FMI qui s'est dirigé vers le Sénégal après les différentes dénonciations que celui-ci a fait vis-à-vis de son ancien président pour voir en quelque sorte comment se passent les finances internes du Sénégal. Et ce qui a fait que des réformes ont été demandées. Est-ce que le Sénégal, qui a dénoncé les actions, notamment une dette de 7 milliards de dollars cachée par le précédent gouvernement, est-ce que le Sénégal de Diomaye Faye pourra rectifier ce déficit? Et si oui, comment est-ce qu'il le fera? Et voilà pourquoi les tensions, bon, pas les tensions véritables, mais des discussions sont en train de se faire voir entre les deux entités. Le Sénégal voulant bien sûr ouvrir ses portes au FMI, mais en gardant ses positions souveraines, et le FMI ne voulant pas investir son argent dans un État qui lui a déjà menti par le passé. Merci à vous. Alors, Prosper Amoussou, on parle quand même du FMI, on parle de la France. Est-ce que le Sénégal peut réellement rompre avec ces deux, ces deux entités, ou se payer cette entité-là, économiquement parlant? Je crois que le Sénégal a toujours fait une grande différence en matière de politique en Afrique et dans le monde. Si le Sénégal a décidé de faire dos au FMI et à la France, je crois que ce sont pour des raisons bien personnelles pour eux.
pour Diomaye Faye et pour son premier ministre Ousmane Sonko. Je crois que c'est parce que Diomaye Faye a déjà compris que si FMI nous donne peut-être 100 francs, ou bien nous prête 100 francs, c'est sûr qu'il a un intérêt derrière, ou bien c'est sûr qu'il doit reprendre ça autrement et plusieurs fois même. Et c'est ça qu'ils sont en train de dénoncer en voulant se séparer de ce fonds mondial, de ce fonds-là, une fois pour toutes, et de la France également. Seulement que juste l'année dernière, ils ont eu une grande dette. L'année 2024, leur PIB était à 75% de dette. Donc, avec cette analyse-là, avec ce calcul de dette-là, est-ce que le Sénégal peut s'en sortir seul s'il fait dos à FMI et à la France? Je ne crois pas que c'est possible. Ça serait très difficile. Encore qu'ils sont encore à l'étape embryonnaire, surtout du Faye, et encore à l'étape embryonnaire de sa gestion politique. Et leurs ressources naturelles, etc., de leur État ne peut pas tout de suite permettre de s'envoler tout de suite comme ça. Donc ça serait un peu très difficile pour eux de s'en sortir si le Sénégal jamais fait dos à FMI et à la France. Merci. Ça, c'est l'analyse du juriste Romain Oundeyo. Eh bien, les affirmations de mon compère sont assez explicites. Celui-ci dit que le Sénégal aurait des difficultés à s'en sortir sans le FMI et la France. Je pourrais lui donner raison sur un certain point, parce que fermer du jour au lendemain ces partenariats avec des partenaires aussi importants, mais un État forcément dans une situation complexe, parce que les fonds ne viennent plus, on doit essayer de pallier au manque à gagner qui a été perdu par le retrait de ces partenaires-là, et donc on se retrouve dans une situation où on titube. Certainement que si le Sénégal prévoit de ne plus faire affaire avec ces acteurs, c'est bien évidemment parce que celui-ci a pu diversifier ses partenariats avec d'autres acteurs, lui permettant ainsi de couvrir le déficit créé par l'absence du FMI et de la France. Pour l'instant, le FMI et la France ne sont pas véritablement hostiles à la gouvernance de Diomaye Faye ou encore à sa politique économique à venir. Celui-ci est en négociation avec eux comme d'habitude et s'assurera d'apporter leur aide, d'apporter leur participation au Sénégal, qui fera en sorte que toutes les contraintes qui pourraient naître d'un partenariat entre ces deux-là soient complètement tamisées. Mais il faut mettre les vérités en face des yeux des gens. On ne peut pas vouloir traiter avec des acteurs qui sont aussi puissants, aussi intégrés, et vouloir ne pas jouer selon les règles qu'ils ont établies par le passé. Pour pouvoir le faire, il faudrait faire en sorte d'être un minimum autonome sur certains plans, que ceux-ci comblaient par leur présence, et faire en sorte que dans la balance des pouvoirs, nous puissions leur apporter quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer, et que ce déficit qui nous apporte crée aussi un déficit de leur côté si jamais ils décident de nous lâcher du jour au lendemain, ou que si on décide de les lâcher parce qu'on est attaché à notre souveraineté. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Faire en sorte que l'économie ne soit pas dépendante d'entités extérieures, et faire en sorte que les partenariats présents, l'économie interne et les activités menées par le pouvoir en place permettent à ce que l'économie du pays soit assez fluide et forte pour se passer de 2 ou 3 partenaires, aussi importants soient-ils. Qu'est-ce que vous envisagez pour cette rupture à court terme? À court terme, est-ce que c'est réalisable, réaliste? Je pense que pour une rupture à court terme, ce serait plus simple d'aller à long terme, tout simplement. Ce serait plus simple de ne pas se voiler la face, de ne pas faire, excusez le terme, du théâtre, et d'aller jusqu'au bout des choses. On a vu des États ici qui ont initié ce genre de choses, et par la suite qui ont annoncé vouloir réduire leurs relations avec la France, le FMI, qui pourtant se sont retrouvés du jour au lendemain encore à quémander leur aide, tout comme on en a vu qui ont décidé de rompre les relations et qui s'y sont tenus et qui s'en sortent assez bien pour le moment. On ne sait pas dans le plus profond du budget de ces États comment ça se passe réellement, mais pour l'instant, ils disent qu'ils en sortent. Alors, c'est possible de pouvoir se séparer d'eux. À court terme, je pense qu'un travail comme ça ne se fait pas à court terme. Celui-ci
se fait à long terme. Pourquoi ne pas progressivement réduire la dépendance en réduisant les demandes d'aide, en réduisant les acceptations d'apports que ceux-ci font, et tout cela pour réduire la dépendance vis-à-vis de ces acteurs-là et faire en sorte que quand on parle d'un tel secteur, on ne dise pas que c'est totalement la France ou le FMI qui fournit l'aide ou qui fournit le minimum nécessaire, mais qu'on puisse dire il y a la Chine à côté, il y a la Russie, il y a l'Inde qui nous aide sur telle ou telle chose, qui nous permet de nous développer, et à long terme, pourquoi pas dire effectivement que nous aussi, nous arrivons à le faire tout seul sans l'aide de personne. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas à court terme. À court terme, il faudra forcément revoir ces plans dans l'urgence, et on se retrouve avec des structures sans queue ni tête qui ne peuvent pas combler le déficit créé. Donc c'est un plan à long terme qui se travaille de fond en comble et qui se fait de sorte à ce que c'est toute la structure politique économique de l'État qui se met en marche vers ce plan-là. Alors, Prosper Amouzou, est-ce que d'une façon générale, les pays africains ne se précipitent pas trop un peu dans cette sorte de balai qu'on observe actuellement avec rupture avec la France, FMI, rupture avec ici et ça? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'engouement qui n'est forcément pas bien calculé? Bon, pour moi, je ne crois pas qu'il y a trop de précipitation. Et je vais carrément dire que c'est plutôt l'heure qui a sonné. C'est plutôt l'heure qui a sonné de sortir de ce calvaire extérieur là. Et si les quelques pays africains ont décidé de quitter, de faire dos à la France ou bien à l'Occident, je crois que c'est parce qu'il est l'heure. Et quand on dit il est l'heure, c'est que l'Occident est en train de malmener les Africains et que certains ont vite compris. C'est pas que presque tous les dirigeants africains ont compris, mais d'autres, puisqu'ils préfèrent leur propre poche, ne veulent pas dénoncer cela, ne veulent pas quitter ça. Mais d'autres qui... Mais avant de quitter, il faut aussi se préparer. Bien sûr. Il faut se préparer. Est-ce qu'ils sont réellement préparés? Ils comptent sur leur propre force, leurs ressources naturelles. Même au Bénin aujourd'hui, on essaie de rompre avec certaines choses, mais pour le faire, il faut forcément s'allier également avant de rompre. Bon, voilà. Alors, Romain Rondeignon, justement, je vous pose également la même question. Est-ce que cet enthousiasme qu'on observe récemment avec, ce n'est pas seulement le Sénégal, ça se passe également ailleurs. Est-ce que c'est assez préparé, oui, je vais employer ce mot. Est-ce que c'est assez préparé? Pour les États qui le font, je pense que pour l'instant, ils ont montré assez explicitement qu'ils étaient assez préparés. Prenons le cas de l'AES, ils ont décidé qu'ils allaient le faire, ils l'ont fait et ils s'en sortent assez bien. Leur principal atout, c'est qu'ils arrivent à diversifier leurs partenariats, qu'ils ont une diplomatie commune qui leur permet de frapper sur plusieurs fronts sans pour autant être dépendant d'un seul acteur international. Donc, c'est une force, D'autant plus que les pays africains ne sont pas pauvres. Pour sortir d'une dépendance, il faut pouvoir se mettre dans la tête qu'effectivement c'est l'heure de travailler, de se mettre en marche. Et certains prennent la méthode douce qui est celle de se détacher progressivement, et d'autres prennent la méthode forte qui est celle d'aller d'un coup et de briser les relations, de briser les liens qu'il y a entre eux et ces structures dont ils dépendent là. Alors, de mon point de vue de diplomate, je vous dirais tout simplement que, d'analyse géopolitique, je vous dirais tout simplement que la méthode douce est certainement celle que je préconise, puisque la plupart des États africains ne sont pas prêts à une rupture violente. Disons-le clairement, les économies sont encore trop dépendantes des acteurs extérieurs pour pouvoir le faire. Mais s'ils sont décidés à aller d'un coup avec la manière forte, alors je pense que ils ont la possibilité de le faire. Le Sénégal, par exemple, a énormément de ressources et tout ce qui manque, c'est une organisation bien structurée qui met fin à toutes sortes de gaspillage, de corruption, à toutes sortes de dépendances vis-à-vis de l'extérieur, à tout le temps attendre l'aide de l'extérieur avant d'agir. C'est ce genre de choses qu'il faut
arrêter complètement pour mettre en place véritablement la manière forte. Être prêt à travailler, être prêt à subir les moments durs, les moments difficiles, mais se garder dans la tête que oui, nous travaillons maintenant, nous souffrons maintenant pour pouvoir atteindre un futur plus prospère, plus glorieux. Donc effectivement, les deux manières peuvent se faire, mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire et ce n'est pas préférable de faire la manière forte. Mais je pense que si un État le veut, il peut utiliser les deux manières sans pour autant se retrouver à regretter plus tard si celui-ci met en œuvre les actions nécessaires et travaille suffisamment et avec autant de force qu'il le faut. Alors, vous pensez qu'une organisation pourrait se substituer au FMI? L'organisation qui pourrait se substituer au FMI en termes de fournisseurs de fonds. Justement. Oui. Pour l'instant, il y a peut-être une alternative au niveau des BRICS. Alors, ceci représente une partie importante du marché mondial qui pourrait financer énormément de projets à travers l'Afrique et donc pourrait apporter un financement assez conséquent, substituable à celui du FMI. Est-ce que on peut prendre les deux? C'est effectivement le cas. On peut prendre les deux et ce serait bien profitable pour les États qui font ce choix-là. Mais la tendance aujourd'hui veut que on choisisse soit l'un, soit l'autre. Les BRICS se forment en opposition à l'hégémonie occidentale marquée par le FMI, leur principal outil de financement qui leur permet de s'ingérer dans la plupart des États par les réformes qu'ils demandent. Et les BRICS, eux, peuvent se poser là en tant qu'une alternative. Et c'est ce qu'on attend d'une telle entité internationale. Merci à vous. Alors, question thématique rapidement. Le Sénégal peut-il se passer du FMI et de la France? Non, je ne crois pas. Vous ne pensez pas? Justification? Ça lui sera très difficile de se passer de la France et de FMI. Pas impossible, mais plutôt difficile parce qu'ils sont encore à l'étape embryonnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont encore à l'étape embryonnaire. Ils n'ont pas encore l'expérience de la gestion gouvernementale. Peut-être que... Non, peut-être la gestion gouvernementale, non, mais face à certaines réalités du fond. Voilà, je voulais parler des réalités monétaires qui sont sur le terrain actuellement. Je ne crois pas qu'ils peuvent s'en sortir si facilement. C'est vrai, et avec le temps, ils vont s'en sortir, mais pas si tôt, mais difficilement encore. Difficilement encore. Alors là, on va embrayer sur le second sujet, mesdames et messieurs. Nous en prévoyons toujours deux. Et la seconde thématique, il s'agit bien sûr de cette candidature indépendante pour 2025 en Côte d'Ivoire. Antoine Assalé qui lance un défi au parti ivoirien, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, Romel Rondignon, le député Antoine Assalé, annonce sa candidature en dehors des partis traditionnels qu'on connaît déjà. Comment voyez-vous déjà, quelle lecture vous faites de sa posture en tant que politicien? Bien, première des choses, je voudrais d'abord le féliciter, puisque ce n'est pas chose facile que de se présenter en tant que président, surtout avec la rigidité du processus de sélection. Il a un courage énorme. Comme le disait un grand penseur, il faut penser soi-même la politique de son État. Un peu trop idéaliste. On a vu ce qui s'est passé avec Thiam, lui qui se lance en indépendant. Est-ce que ça va prospérer? Je pense qu'il représente une menace moins substantielle que Thiam. Si effectivement, je ne veux pas avancer sur le sujet, mais si effectivement il y a une opposition qui veut empêcher certaines personnes de s'élever socialement, mais pour l'instant, son initiative est à féliciter parce que c'est nous-mêmes qui devons décider en allant dans les urnes de qui va nous diriger. Et donc, il se place en tant qu'alternative au parti traditionnel. Assalé, c'est un député, maire de Tia Salé, qui a décidé de se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle pour faire part de sa vision des choses à la population et faire en sorte qu'il puisse choisir une autre alternative que les partis traditionnels. C'est une
initiative assez louable. On ne retrouve pas cela assez souvent. Donc, c'est à féliciter. On ne veut pas décourager qui que ce soit. Mais le problème ici, c'est que est-ce que la rigidité du système en place pour la sélection des candidats lui permettra d'aller jusqu'au bout de son action? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait réunir 50 millions de francs CFA, ce qui est assez onéreux, même pour un homme politique ivoirien. Ensuite, il faudrait... C'est vous qui le dites. Bon, je ne sais pas si vous avez des informations supplémentaires pour nous éclairer sur le sujet, mais il faudrait ensuite assez de parrainage pour pouvoir passer entre les mailles du filet, et ensuite que son dossier ne soit pas refoulé. Avec toutes les tensions qu'on a vues dans le pays ces derniers temps vis-à-vis de l'annonce de l'élection, et qui rappelle également les déboires que la Côte d'Ivoire a eu en 2010 avec ces élections. Alors je pense que c'est une chose à regarder du coin de l'œil, parce que ça peut facilement dégénérer, ça peut facilement se retrouver dans une situation où il pourrait être amené à abandonner sa candidature, et là il décevrait son audience, il décevrait ses potentiels électeurs qui auront tout misé sur lui, et ce n'est pas ce qui est souhaité. Alors, Prosper Amouzou, quel message il essaie de renvoyer à travers sa candidature en indépendance? Merci. Député et ancien journaliste Assalé Antoine, je crois que d'abord son initiative est à féliciter et encourager. Ce n'est pas facile de se porter garant en tant que, en tout cas voyant son parcours pour faire cette course de présidentielle là, ce n'est pas facile. Alors je ne lui reproche pas grand chose, seulement que reste à savoir si les unes vont porter sur lui. Il y a une affaire de manque de financement à son niveau qui est déjà constaté. C'est vrai que le peuple le soutient, et le peuple est pour lui pour le moment. Je ne sais pas si son dossier pourra être accepté. Et il y a aussi la question du parrainage et surtout aussi le côté de financement. Avant de déposer les dossiers pour les élections présidentielles, il faut réunir une somme donnée, etc. Est-ce que c'est possible pour lui? Bon, seul Dieu le sait. Et c'est quelqu'un qui incarne une figure de bonne gouvernance en lui. Depuis son parcours, quand on observe bien Assalé, c'est quelqu'un qui aime la citoyenneté, qui aime bien une bonne diplomatie, qui n'est pas ancré dans les choses personnelles. C'est quelqu'un qui aime gérer les choses de l'État avec une bonne conscience. Donc moi je ne lui reproche rien, seulement que est-ce que le choix portera sur lui finalement? Peut-être est-il conscient de cela, mais est-ce qu'il n'essaye pas d'envoyer un message qui ne serait-ce qu'un défi au parti en place? Oui, c'est plutôt voilà. C'est bien possible de candidater en indépendance et de briguer les élections. Oui, bon voilà, c'est un défi. C'est un défi politique qu'il a lancé en tant que figure de la politique. C'est un grand défi. S'il est dans l'opposition, ça veut dire que la mouvance, ça dépend parce que... On a vu Thiam se faire radiquer de la liste malgré tout le tapage qu'il y a eu autour. Par exemple, Thiam, c'est parce qu'on lui reproche quelque chose. Mais quant à Assalé, juste là, on lui a encore rien reproché. Sa candidature est fiable. Allez-y. D'accord. Ils ont encore tout le temps, s'il y a de creuser les dossiers cachés. Les dossiers sombres que celui-ci aurait semé tout le long de son parcours. Donc, ne nous avançons pas trop en disant que s'il est dans l'opposition, la mouvance a des problèmes. Parce que je pense pour l'instant que sa candidature en solo, c'est quelque chose qui est encouragé. Mais face au pouvoir en place, face à tout ce système qui semble vouloir se perpétuer du fait des nombreuses constatations que l'on a pu faire vis-à-vis des opposants qui se sont retrouvés du jour au lendemain inéligibles à cause de telle ou telle chose. Alors je pense que l'hypothèse la plus probable, ou le plus probable, c'est que pour lui aussi, ce genre de choses puisse arriver. Mais croisons les doigts pour lui, pour lui souhaiter bonne chance, parce que chacun a ses chances. Et s'il est tout à fait propre
libre de tout soupçon comme celui-ci semble vouloir l'exprimer, alors il aura largement le soutien des gens qu'il arrivera à convaincre. Alors, un défi? Un défi, dans une certaine mesure. Est-ce que, si on peut l'appeler défi, le défi souvent c'est je te défie, mais je sais que je ne peux pas gagner, donc mais c'est juste pour te transférer un message. Mais est-ce que c'est une volonté ardue à aller jusqu'au bout? Je pense que c'est plus ce qu'il a exprimé pour le moment. Donc on n'attend pas que ce soit un simple défi qui sera très certainement oublié dans les jours à venir, mais que ce soit une volonté ardue qui soit perpétuée tout le long de sa campagne et qu'il fasse les actions nécessaires pour s'attirer la sympathie de la population, et que si jamais il arrivait à atteindre un stade avancé dans le processus électoral, alors que la population verrait la véritable proposition de ce monsieur et voterait pour lui ou non au vu de tout ce qu'il propose ou de tout ce qu'il ne propose pas. Très rapidement. Quand on parle d'élection, il faut aussi savoir que les instances internationales ont un œil sur la chose, donc éviter que son élan puisse créer un mouvement de la population pour défendre un autre candidat qui aurait été éjecté sans véritable raison. Donc ce sont des choses à surveiller. Donc il faut également que les différends entre les partis politiques sur la question de code électoral, sur la question de liste électorale soient réglés, et que tout un chacun puisse avoir le cœur léger le jour du vote, aller voter librement et simplement selon ce que sa logique et son cœur décident. Plus la logique que le cœur, bien évidemment. Merci à vous, Romel Rondillon. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. En face de vous, Prosper Amouzon, qui est juriste. Merci d'avoir répondu présent. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde, que je vous remercie d'avoir suivi. Nous allons vous donner rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro, bien sûr, et d'ici là, portez-vous bien.